Bienvenue dans le débat. Direction l'Iran, où auront lieu les funérailles d'Ali Khamenei. Le cortège funèbre a traversé les rues de Téhéran après que le cercueil a été exposé pendant 2 jours à Mossala, un site religieux et politique de la capitale. Le corps de Khamenei est arrivé à Qom à l'instant en vue de la procession de demain, mardi. Puis il se dirigera vers les sanctuaires en Irak, où vit une importante communauté chiite. L'inhumation aura lieu jeudi dans la ville sainte de Mashhad, au nord-est de l'Iran, dont Khamenei était originaire. Ali Khamenei a été tué dans les bombardements israélo-américains du 28 février, le guide suprême iranien pendant 30 ans, et c'est son fils, Mojtaba Khamenei, qui lui a succédé. Il a été blessé dans les bombardements qui ont tué son père, et on ne l'a pas vu en public depuis le début de la guerre. Il ne s'exprime qu'à travers des communiqués. Les funérailles de Khamenei sont-elles une démonstration de force du pouvoir iranien ? Qui dirige le pays aujourd'hui? Comment l'Iran ressort-elle de la guerre avec les États-Unis et Israël? On va poser ces questions à nos invités. Nous avons ce soir Adel Bakawan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du European Institute for Studies in the Middle East and North Africa, auteur de La décomposition du Moyen-Orient aux éditions Taillandier. Bienvenue. En face de vous, Marc Semo. Bonsoir. Collaborateur donc à Challenge et au Monde. Vous vouliez peut-être citer un livre parce que je ne l'ai pas. Oui, La géopolitique en 100 questions, La l'édition géopolitique. Taillandier qui vient de sortir en édition de poche. La géopolitique en 100 questions. Bienvenue. Aïda Tavakoli, cofondatrice de We Are Iranian Students. Merci d'être là également pour participer donc à cette émission sur l'Iran. Et puis nous avons donc sur place Siavosh Ghazi, notre correspondant. Juste avant de vous faire intervenir au début de cette discussion, Siavosh, on va regarder quelques réactions sur place qui ont été recueillies par Reza Saya, qui fait partie des journalistes de France 24 qui a obtenu un visa des autorités iraniennes. On écoute les réactions. Monsieur Mojtaba poursuivra la voie de son père et nous sommes confiants et rassurés. Nous deviendrons parmi les meilleurs pays du monde sur les plans économiques, politiques et militaires. Bien sûr, tout le monde aspire à une vie décente, à ce que nous nous développions et atteignions nos objectifs. La guerre n'a jamais été un choix pour nous. Nous n'avons jamais commencé de guerre. Nous ne cherchons pas la guerre, mais nous la maîtrisons. Notre premier choix est la paix. Mais si l'on nous y contraint, nous nous battrons. Monsieur Mojtaba poursuivra la voie de son père, si Dieu le veut, et l'Iran prospérera de plus en plus. Voilà pour des réactions des partisans du régime. Siavosh Ghazi, vous êtes à Téhéran, notre correspondant. Comment s'est passé ce 3e jour de funérailles? On apprend à l'instant que le cercueil est arrivé à Qom, mais il a passé la journée à Téhéran. Oui, absolument. C'est un cortège particulièrement dense, une population particulièrement dense qui a participé à ces obsèques, à ces funérailles dans Téhéran. La marche a commencé vers 6 heures du matin. Et donc, c'est terminé vers 8 heures du soir sur 40 kilomètres. Sur une partie de ce cortège, de ce trajet, moi, j'ai été obligé de passer dans la foule, fondre la foule pratiquement sur 5 kilomètres pour aller jusqu'à la place Azadi. Et il faut savoir que l'avenue Azadi est une grande avenue qui traverse Téhéran d'est en ouest, large de 55 mètres et longue de 7-8 kilomètres. Et donc, j'ai dû répéter au moins 4000 fois, excusez-moi, je suis journaliste, pour pouvoir passer à travers cette foule impacte. J'ai mis 2 heures, tellement la foule était dense, et donc pour arriver sur la place Azadi. Sinon, ça m'aurait pris 6 ou 7 heures. Donc, une population particulièrement dense qui est descendue dans la ville de Téhéran, peut-être 15 millions, 20 millions de personnes. Des gens qui viennent particulièrement des classes pauvres, des classes moyennes, beaucoup de gens aussi qui lisaient, par exemple, avoir insulté l'ancien guide suprême iranien pour ce qu'il avait fait. Et aujourd'hui, me raconte, en tout cas certains d'entre eux, qu'ils comprennent ce qu'il a fait pour l'Iran. Donc, une adhésion de plus en plus importante à l'ancien guide suprême iranien et à sa politique. Il faut savoir que après, comme il y aura un moment très important à Mashhad, parce que Mashhad, c'est la ville de naissance de l'Ayatollah Ali Khamenei, mais c'est surtout le mausolée de l'imam Reza qui se trouve là.
le 8e successeur du prophète, il y a chaque année des dizaines de millions de personnes qui se rendent à Mashhad, des Iraniens, des musulmans chiites iraniens, irakiens, de Bahreïn, du Koweït, des monarchies arabes du Golfe Persique, d'Afghanistan, du Pakistan, de l'Inde, de l'Azerbaïdjan, du Liban. Chaque année, il y a des foules, des dizaines de millions de gens qui vont là-bas. Et ça sera aussi un moment important, des foules importantes sont attendues également à Mashhad pour l'enterrement de l'ayatollah Ali Khamenei jeudi. Merci, Siavash Ghazi, donc en direct de Téhéran. Aïda Tavakoli, on a vu ces images des partisans. Quelle est votre réaction ? Écoutez, c'est une démonstration de la manière dont les dictatures manipulent l'image pour donner l'impression d'un soutien massif. On rappelle quand même que la population entière de la métropole immense de Téhéran, on arrive à 15 millions de personnes, donc évidemment l'ensemble de cette population n'est pas dans les rues. D'ailleurs, de façon matérielle, urbanistique, c'est absolument impossible. Donc on compte plutôt sur peut-être 1 ou 2 millions de personnes, sachant qu'en plus, les chiffres non seulement sont gonflés quand on les donne, mais en plus de ça, ils sont gonflés par des techniques qui sont classiques de ces pouvoirs dictatoriaux, qui font du chantage, qui postent aussi des stands de distribution de denrées alimentaires à un moment où la crise économique iranienne est à son apogée et donc gonfle de cette manière-là aussi les foules. C'est pas à dire évidemment qu'il n'y a pas de soutien du régime, mais ces soutiens sont très loin des chiffres qui viennent d'être annoncés. En plus de ça, dans ces soutiens, on a vu quelques-unes de ces réactions, mais il y a d'autres réactions qui appellent à la vengeance de l'assassinat du guide suprême et qui n'acceptent absolument pas les protocoles de négociation qui sont en cours actuellement. Donc cette base idéologique du régime islamique est non seulement bien moindre que ce qu'on pense, mais en plus de ça, elle est divisée sur la question de l'après-guerre. Et donc je pense qu'il faut vraiment relativiser la démonstration de force, parce que maintenant que la guerre est terminée, les dissensions, les fractures dans la base et dans le pouvoir, aujourd'hui, sont en train de se révéler. On va y revenir. Adel Bakawan, votre réaction face à ces images, ça va durer 6 jours, hein, donc ça fait déjà, on est au 3e jour aujourd'hui, le cercueil est donc à Qom, qui est une ville sainte en Iran, et ensuite il ira en Irak où la population chiite est très importante. Donc tout ça est très calculé. Ça dure 6 jours. Oui, 60% de la population irakienne, c'est des chiites. Hein. Et d'ailleurs, l'Irak, c'est le seul pays arabe, le seul État, je parle bien d'État, où les chiites dirigent le pays. Hein. Donc on a en Iran une population à majorité chiite qui n'est pas arabe. En Irak, vous avez une population à majorité chiite qui est arabe et qui dispose 1500 km de frontière avec l'Iran. Donc ce n'est absolument pas rien. Mais en termes d'image, on sait très bien, écoutez, d'une manière vraiment froide, et une analyse froide, c'est qu'on sait très bien que le régime a une base sociale. Cette base sociale, selon les déclarations des Pasdaran ou même, ne dépasse pas entre 15 et 20, maximum 25% de la population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on sort la calculatrice et on calcule 15 à 20% de la population, y compris les enfants, y compris les personnes âgées, les jeunes, tout le monde ne dépasse pas 13 millions. Dire à Téhéran, uniquement à Téhéran, il y aura 20 millions de personnes, c'est vraiment la manipulation, l'instrumentalisation par excellence de l'image. Et donc oui, le régime tente de mobiliser cette base sociale qui a été bien évidemment lourdement frappée par les Israéliens, mais aussi c'est des images et des messages envoyés à la fois à des pays de la région, mais aussi à la communauté internationale. Et aussi aux États-Unis, j'imagine. Mais c'est dommage, avec une dernière phrase, c'est dommage qu'on laisse pas la place aux autres Iraniens pour s'exprimer à cette occasion-là, c'est-à-dire 80% de la population qui n'est absolument pas sur ce plateau, en tout cas. Donc, difficile de toute façon de faire une estimation chiffrée. Marc Semo, intéressant. C'est un coup de force aussi, c'est pour montrer aussi aux Américains qu'il y a une cohésion justement des Iraniens autour du régime. Oui, puisqu'il faut voir que le premier jour, d'ailleurs, ça a coïncidé avec le 250e anniversaire des États-Unis. Oui, c'est évident. Mais une démonstration de force qui est réelle, en termes d'image, etc., ne signifie pas que l'on est fort. Alors effectivement, comme vous le disiez l'un et l'autre très bien, le régime a une base sociale, c'est celle qui a d'ailleurs voté pour les candidats conservateurs au présidentiel, oui c'est 15 à 20%, bon voilà, l'un dans l'autre on arrive 15-20 millions de personnes, mais voilà, il y a tout le reste du pays. Ensuite, ce qui est quand même très impressionnant,
c'est des comparaisons avec ce qui avait été les funérailles de l'imam de l'ayatollah Khomeini. D'ailleurs, justement, on va regarder ces images. On les a ressorties, on a retrouvé les archives. Il y avait une véritable transe dans la population. D'ailleurs, à un moment, le corps était tombé tellement il avait été pris par la foule. Il avait fallu l'emmener en hélicoptère jusqu'au cimetière. Donc il y avait une vraie transe. On regarde les images. Il y avait une vraie transe de la population. Vous voyez les images là, c'était effectivement le cercueil de Khomeini, donc on parle de 1989, le 6 juin 1989, et ils voyaient cette foule, le linceul manifestement avait été déchiré. Et donc là, vous voyez au contraire quelque chose qui est très organisé, c'est tout un régime qui veut montrer qu'il a gagné la guerre, pris par son hubris. Voilà, nous avons vaincu la première puissance militaire mondiale et la première puissance militaire du Moyen-Orient, et tout est fait autour de ça. Mais en même temps, les fêlures du régime, en même temps, l'affaiblissement du régime est bien réel. Regardons simplement le bilan de cette guerre. Au niveau des destructions subies, l'armée a été éliminée. La marine est sous l'eau. Donc il y avait une domination militaire des Américains, même s'ils n'ont pas pu gagner la guerre parce qu'il y avait la question du détroit d'Ormuz et que c'était intenable. Mais militairement, ce régime a perdu. Économiquement, il est aux abois. Et d'ailleurs, je terminerai là-dessus, on le remarque dans les négociations autour du protocole d'accord. Les Iraniens, qui en général sont des maîtres dans l'art de gagner du temps, de délayer, etc., sont plutôt pressés parce qu'ils ont des problèmes de trésorerie immédiat. Ils veulent à tout prix obtenir au moins déjà le dégel des 6 milliards de dollars qu'il y a au Qatar. Donc, ce régime bombe le torse justement parce que, en réalité, cette guerre, il ne l'a pas gagnée. Il ne l'a gagnée que parce que les États-Unis, Trump, c'est pas pour problème des États-Unis, mais un problème de leadership américain, lui a offert sur un plateau une victoire qu'il n'espérait même pas. Et qu'ils ont peut-être gagné politiquement. Cette guerre, c'est ça le... Stratégiquement. Stratégiquement. Ali Khamenei, un dernier mot, Aïda Tavakoli. Finalement, il était à l'origine du renforcement des proxys, de l'axe de la résistance. Est-ce qu'on peut dire qu'il avait un pouvoir équivalent à celui de Khomeini, donc une forme de pouvoir absolu ? En tout cas, la structure effectivement hiérarchique du régime islamique lui accorde effectivement tous les pouvoirs. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de sens à parler de république islamique. On parle de régime islamique et de régime dictatorial parce qu'effectivement, ce guide suprême avait tous les pouvoirs. Néanmoins, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en son absence et en l'absence aussi de son fils, effectivement, on a rappelé qu'on ne l'a pas vu depuis la mort de son père. Eh bien, aujourd'hui, les guerres de pouvoir en interne se révèlent, s'intensifient. Les fractures sont énormes à l'intérieur du régime. Et on a parlé effectivement du reste de la population civile iranienne quand même, qui a été bâillonnée pendant plus de 88 jours. On parle de ces chiffres qui sont inventés par le régime. Parlons aussi des vrais chiffres qui sont documentés, des 816 exécutions depuis le début de l'année 2026, des massacres de janvier, les 8 et les 9 janvier qui se sont comptés en dizaines de milliers de civils qui ont été tués. Voilà, qui ont été tués par des armes de guerre aux mains du régime islamique, qui aujourd'hui sont complètement absents de cette séquence malgré le fait que des journalistes étrangers soient déployés en Iran. Eh bien, cette population civile qui a été massacrée, il y a quand même des soupçons de crimes contre l'humanité totalement impunis et qui a ensuite été bâillonnée, qui a ensuite subi des destructions et des morts civiles aussi pendant la guerre, aujourd'hui est complètement écartée de notre espace médiatique et aussi de notre stratégie politique en tant que communauté internationale. Or, c'est quand même la population civile la plus nombreuse du Moyen-Orient et la plus instruite de très loin, qui représente le véritable contre-pouvoir de ce régime qui, effectivement, vous l'avez très bien dit, est affaibli, non seulement par la crise économique, la crise politique en interne, et il ne faut pas oublier la crise hydrique. On est en faillite hydrique en Iran, l'été arrive, il fait très chaud, et un soulèvement populaire est très probable. Mais est-ce qu'il est véritablement, il est affaibli militairement, il est affaibli économiquement, mais politiquement, Adel Bakawan, justement avec cette démonstration de force avec les partisans, est-ce qu'il ne tente pas, au contraire, de montrer qu'il existe toujours, qu'il a un peu la main sur les négociations? C'est parce qu'il est affaibli qu'il veut montrer qu'il existe. Encore une fois, lorsqu'on analyse... Est-ce que c'est pas encore durci? Lorsqu'on analyse froidement le protocole d'accord qui a été signé entre les Américains et les Iraniens, les 14 points, je suis désolé de le dire, je ne dis pas qu'ils ont gagné sur le terrain les rapports de force, mais le protocole d'accord, à 95%, c'est la main forte des Iraniens, sur tous les niveaux.
les Américains, lorsqu'ils étaient à la table de négociation il y a 129, désormais 130 jours, ils négociaient à la fois le programme atomique, les 440 kilos uranium enrichi, le programme balistique, le programme milicien, etc. Aujourd'hui, pour les Américains, il ne reste que le programme atomique qui est très, très, très loin dans la négociation. Or, les 13 points qui restent, ce sont les 13 points imposés par les Iraniens. Et donc, le protocole Dakar, c'est une victoire des gardiens de la révolution. Est-ce que, pour répondre à votre question, est-ce qu'ils vont rentabiliser, capitaliser sur cette victoire-là pour mieux réprimer la population? Bien évidemment, l'hypothèse est tout à fait pertinente. Bien évidemment, ils vont le faire. Et ensuite, pour répondre à votre dernière question par rapport à Mujtaba et ou Khomeini ou Khamenei. Écoutez, on a l'impression, on dit souvent que Khomeini, le premier imam, le premier guide, il s'est imposé naturellement. Non. Si Khomeini il s'est imposé, c'est en grande partie, grâce à sa guerre contre le régime de Saddam Hussein. C'était la guerre de Saddam Hussein qui a renforcé son pouvoir. Il avait besoin avec l'Irak. Il avait besoin au moins de 3 ans. Vous savez, Ali Khamenei avait besoin de 5 ans pour imposer son autorité. Mujtaba, son autorité ne tombe pas d'une manière naturelle. Il a besoin au moins plusieurs années pour s'imposer à tout le monde. Et donc, oui. Pour l'instant, on ne le voit pas, Mujtaba Khamenei. Le problème, il est là. Alors bon, c'est vrai qu'il y a une tradition il ne communique que qu'à travers des communiqués. De l'imam caché, donc là on a un guide caché, mais ça pose quand même un problème majeur double. On sait qu'il est blessé, il faut quand même donner un peu. Il est blessé, donc on ne sait pas dans quel état il est, mais surtout... Et il a un problème de sécurité. Il a un problème de sécurité, mais surtout il y a un autre problème. C'est lui devient le guide uniquement parce que son père est mort, avant la mort de son père, dans les frappes américano-israéliennes. Ali Khamenei lui-même était plutôt hostile à ce que son fils cadet, lui succède. Non pas, c'était son principal collaborateur, il était au cœur de toute la machine, mais justement, c'est une république, donc cette idée d'une succession dynastique, quand même, ça gênait un peu. Ensuite, Mujtaba, il n'est pas très savant du point de vue religieux. Mais son père non plus, son père ne l'était pas. Mais sur son père, les avis sont pas. Sur son père, les avis. Son père, il les a imposés parce qu'ils avaient besoin. Donc le problème, c'est qu'il il n'a rien. C'est pas un ayatollah. Il n'a pas franchi tous les grades de la connaissance pour arriver. Il n'a pas le niveau théologique de son père. Il n'a pas le niveau théologique religieux. Or, le propre de la République islamique, peut-être que l'avait théorisé Khomeini, c'est d'institutionnaliser le pouvoir du religieux sur le politique, et c'est ce qui fait que le guide suprême est le guide suprême, c'est-à-dire c'est lui qui, au nom de la religion, en ultime instance, tranche. Donc là, on est avec un Mujtaba qui ne remplit pour le moment aucune des cases, sinon avoir été blessé, donc d'être martyr et d'être le fils d'eux. Donc c'est extrêmement difficile. Difficile dans un tel contexte de s'affirmer, alors qu'il est évident que le régime, et je terminerai là-dessus, a commencé à changer. On n'est plus simplement dans une république théocratique, mais les gardiens de la révolution, dont d'ailleurs Mujtaba était aussi l'un des membres, ont pris de plus en plus de pouvoir. Ils sont pragmatiques, donc effectivement, ils sont prêts à discuter avec les États-Unis. Ils ont fait finalement ce protocole d'accord qui, globalement, à 95%, comme tu le disais, les satisfait. Mais surtout, ils ne sont pas modérés. On peut être pragmatique et pas modéré. On peut dealer avec les Américains parce qu'on a besoin d'argent et différentes choses, et en même temps être encore plus implacable dans la répression intérieure. Mais alors justement, qui finalement gouverne, Adel Bakawan, je vous redonne la parole, je vous donne ensuite la parole à Aïda Tawakoli. Donc, si on comprend bien, Khomeini était, lui, extrêmement religieux. C'était vraiment une théocratie. Ensuite, son successeur, Ali Khamenei, à vous écouter, il était déjà un peu moins religieux. Et le fils Mujtaba l'est encore moins. Donc, cette théocratie est-elle en train de devenir une sorte de dictature militaire avec les gardiens de la révolution? On passe du turban à la casquette. C'est une question vraiment centrale. Qui gouverne l'Iran depuis toujours et même aujourd'hui? J'entends aujourd'hui, est-ce qu'elle se pose encore sur tous les plateaux, j'entends que ce sont les gardiens de la révolution islamique qui ont pris la main sur la gouvernance du pays. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'était toujours le cas, mais partiellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans le contexte d'un hyper grand pays au Moyen-Orient. L'Iran, c'est 3 fois la France. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. 90 millions d'habitants. Ce n'est pas rien. On ne peut pas diriger ce pays avec uniquement une catégorie sociale. Vous avez une partie, bien évidemment, de pouvoir qui se trouve
chez les gardiens de la révolution. Vous avez une Est-ce partie... qu'elle est plus forte qu'auparavant? Vous avez une partie qui se trouve chez le gouvernement d'opposition, vous avez une partie qui se trouve chez les ayatollahs, et vous avez traditionnellement le bureau de guide. Le bureau de guide, sa mission principale, c'est trancher entre les différents pôles. Autrement dit, si le régime n'est pas tombé au bout de 130 jours de conflictualité, c'est parce qu'il n'y a pas un Saddam Hussein à chercher. C'est parce qu'il n'y a pas un Bachar al-Assad qui prend son avion et le régime tombe. Vous éliminez Khamenei, il y a un stock illimité de Khamenei, des ayatollahs qui le remplacent. Vous assassinez Bahidi, le chef des Pasdaran, il n'y a aucun problème. Il y a des milliers de généraux qui attendent leur tour. Autrement dit, c'est un régime dans lequel le pouvoir est dispersé, décentralisé un peu partout. Alia. Exactement. Et ça, c'est effectivement ce qui a permis au régime. Oui, mais quand on parle justement des pragmatiques, il y a aussi des lignes plus dures d'un certain nombre aussi d'Iraniens qui font partie de ce régime, qui voudraient par exemple poursuivre la guerre. Il y a aussi cette ligne-là. Alors est-ce qu'elle est minoritaire ou pas? Et ce qu'on appelle les pragmatiques, est-ce que justement Khalibaf, il y a également le général Ismail Kahani, est-ce que eux souhaitent continuer en fait les négociations avec les Américains? Il y a aussi donc une ligne plus dure au sein donc du pouvoir du régime. Oui, précisément. En fait, c'est une question centrale parce que ça a été dit très justement, cette horizontalité du pouvoir et ces différents pôles ont permis au régime de survivre à la guerre et de survivre à la décapitation de ses commandements. En revanche, une fois que les commandements sont décapités et que la guerre est terminée, cette dispersion du pouvoir est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, la structure de commandement est extrêmement fragilisée puisque les uns sont en train de se battre contre les autres pour avoir le plus de pouvoir possible, le plus de monopole possible, et qu'à l'intérieur, effectivement, aussi de leur base, il y a ces dissensions en ce qui concerne la suite et les décisions à prendre après cette guerre. Donc aujourd'hui, je pense que l'erreur qu'on a commise beaucoup trop de fois, c'est que ici, en France, en Europe, la communauté internationale, de façon générale, c'est qu'entre deux crises iraniennes, on a arrêté de travailler sur le dossier iranien. Je pense que ce serait une erreur fondamentale de penser qu'avec ce protocole d'accord des États-Unis, le sujet iranien peut être mis de côté. Aujourd'hui, il y a des dissensions et une faiblesse du régime et des fissures qu'il ne faut pas sous-estimer. Il y a une population civile iranienne qui est opposée au régime, qui est confrontée à une crise économique, à une crise hydrique qui ne font que s'approfondir, qu'il ne faut pas sous-estimer non plus. Et il y a aussi l'influence régionale, évidemment, du régime islamique qui continue. Donc il n'y a pas de perspective d'apaisement tant qu'on n'a pas une stratégie qui est constante et qui ne se contente pas de parler de l'Iran juste au moment des crises. Un mot, il y a Siavash Ghazi qui veut intervenir une nouvelle fois, notre correspondant, sur justement ce pouvoir iranien qui n'est pas un seul. Enfin, on voit bien qu'il y a tout de même des divisions au sein de ce pouvoir, Siavash. Il y a des nuances au sein du pouvoir. Il n'y a pas de division ou de guerre interne à l'intérieur du pouvoir. Il y a bien sûr des nuances. Par exemple, le président iranien est plutôt favorable à un rapprochement avec l'Occident, avec les États-Unis, malgré les deux guerres qui ont été menées par les Américains et les Israéliens contre l'Iran. Mais il y a aussi la position de Mojtaba Khamenei qui est sur une ligne plus dure. Donc pas de rapprochement avec l'Occident, plutôt un rapprochement avec la Chine, les pays de l'Est, les pays du Sud. Donc ces nuances existent bien évidemment. Alors qui va l'emporter, on ne le sait pas. Quelque chose d'important qui existe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est on évoque avec certaines vidéos la présence donc de Mojtaba Khamenei incognito donc au Mosala de Téhéran, cette mosquée immense, un complexe de 63 hectares. Il serait venu, parce qu'il y a un orateur qui dit à un moment donné, on salue la présence de Mojtaba Khamenei, on voit apparaître sur une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, un religieux apparaître sur le grand balcon de cette grande mosquée. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Il y aura encore de confirmation. Je voudrais revenir sur les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, sur cette présence. Bien évidemment, c'est pas tous les... il y a des gens de province qui sont venus à Téhéran. Il faut savoir que la province de Téhéran compte à peu près 15 millions de personnes. La province voisine, Alborz, avec la ville de Karaj, compte quelques 8 à 9 millions d'habitants. Et puis, donc ça représente 25% de la population iranienne. Et puis, il y a tous les gens qui sont venus de province pour participer à ces funérailles. Ça ne veut pas dire que tous les partisans du pouvoir étaient à Téhéran, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas eu la possibilité de venir à Téhéran. Il y a d'autres gens qui vont aller à Qom ou à Mashhad.
Et autre chose, moi j'ai suivi tous les rassemblements depuis le début de la guerre, les rassemblements nocturnes, et aussi depuis 3 jours, toutes ces cérémonies de funérailles. Et je peux vous assurer qu'il n'y a aucune distribution de produits alimentaires sur place. Il n'y a que de l'eau qui est distribuée, ou quelquefois quand les gens restent la nuit, on leur donne un petit pot de salade de salade niçoise à manger, et il n'y a aucune distribution de produits alimentaires pour encourager les gens à descendre. Et quelque chose d'important, la très très grande majorité de la population qui était présente aujourd'hui aux funérailles, c'est une population d'adultes. Ce qui veut dire que lorsque les autorités ou les médias iraniens, iraniens et étrangers d'ailleurs, puisque CNN a repris le chiffre de 20 millions de personnes, parlent de la présence de 20 millions de personnes, ça veut dire que ça représente 30% de la population adulte iranienne. C'est-à-dire que les gens qui ont plus de 12 ans ont participé. Donc, ça représente quelques 62 à 3 millions d'habitants. Merci. Ça veut dire que 30% de ces gens étaient là à Téhéran. Merci Servoche. Bon, on va arrêter sur cette querelle des chiffres. Donc, oui, Marc Semo. À propos du pouvoir iranien, quand même la chose très frappante, c'est quand même son isolement. Alors c'est vrai que pour les funérailles d'Ali Khamenei, il y a eu les Chinois, il y a eu le vice-président russe Medvedev, il y a eu une délégation saoudienne, il y a eu une délégation turque, etc., etc. Mais au-delà des condoléances et de la... c'est normal d'assister à de telles funérailles, ce qui est quand même très frappant, c'est que pendant toute cette guerre, les Russes ont donné un peu de renseignements satellitaires, mais pas énormément. Les Chinois ont donné du carburant pour les missiles, etc. Mais leur implication est restée minimum. Les Chinois ont une base à Djibouti. Ils auraient pu... alors, ils n'allaient pas affronter la flotte américaine, mais ne serait-ce faire qu'un tour à un de leurs bateaux pour montrer militairement, nous, amis de l'Iran, nous sommes là. Les Russes, idem, ils sont trop pris par la guerre en Ukraine. Donc on est dans une situation où au cours de cette guerre, même si à la fin l'Iran a pu gagner grâce à son pouvoir de nuisance, à savoir le blocage du détroit d'Ormuz, en réalité, l'Iran a quand même, on en parlera après, quand même l'Iran a pu mesurer son isolement, c'est-à-dire l'accord stratégique avec la Russie, ça n'a pas donné grand-chose. L'amitié avec les Chinois, ça n'a pas donné grand-chose. L'Iran, fondamentalement, est seul. Donc la vraie question, et je terminerai là-dessus, aujourd'hui, c'est évident que la guerre n'est pas finie. Écoutez simplement les discours qui ont été faits lors de ces funérailles, les appels à la vengeance, les appels à tuer directement Netanyahou et Donald Trump en échange d'une tonne d'or, sans compter les déclarations de Ahmed Vahidi, le chef des gardiens de la révolution belliqueuse. On est dans une situation de ni guerre ni paix qui risque de durer longtemps et où l'Iran n'est pas en position de force. Adel Bakawan, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Marc Semo, justement, l'Iran isolé, l'Iran tout de même affaibli. Là, on voit aujourd'hui, en tout cas, l'ambassadeur d'Iran à Pékin a affirmé que des frais seraient imposés aux navires transitant par le détroit d'Ormuz. Donc, on est toujours sur cette question de frais ou pas imposés sur le détroit d'Ormuz. Mais en tout cas, les Iraniens y tiennent. Là-dessus, ça fait partie vraiment de leurs revendications. Je vais répondre immédiatement à votre question, mais juste une petite clarification. Nous sommes sur une chaîne publique et nous devons à notre public les données factuelles. Et donc, en termes... On ne va pas revenir sur la querelle des chiffres. Je ne reviens pas en termes de chiffres, mais la méthodologie scientifique qu'on applique dans nos laboratoires, nous notamment à l'ESMINA, nous permettent absolument pas d'arriver à 30 millions. C'est impossible. C'est de l'ordre de l'utopie. Mais bref, je m'arrête là. Oui. Et ensuite... Marc, tu as tout à fait raison. Lorsqu'on analyse, bien évidemment, d'une manière objective, les orientations stratégiques de la guerre, oui, on arrive à ce résultat. Seulement parce qu'à la Maison-Blanche, vous avez eu un président qui a la main qui tremble. Vous avez un président ultra-populiste, très fort en termes de communication, vide de contenu et de la continuité. Il voulait arrêter cette guerre. Exactement. Mais... Il voulait arrêter cette guerre par tous les moyens. Absolument. À ce stade-là, malgré tout ce que tu as avancé en tant que données factuelles, ce sont les Iraniens,
ce sont les Iraniens, c'est l'impression globale au Moyen-Orient qui ont gagné la guerre. Absolument. C'est pourquoi aujourd'hui on parle désormais de l'ordre iranien au Moyen-Orient. Donc là, on n'est plus dans l'isolement, là-dessus. On vous est êtes en absolument, désaccord. non seulement on n'est pas dans l'isolement, mais en plus les États arabes qui parlaient avec un bloc uni auparavant, avant cette guerre avec l'Iran, désormais ils viennent individuellement à Téhéran. Les Saoudiens, les Émiriens, les Qataris, les Bahrainis, etc. Et même les Égyptiens, sans parler bien évidemment des Irakiens, parce que l'Irak est considéré comme leur propre maison. Autrement dit, les Pakistanais, les Turcs, tout ce que vous voulez, autrement dit, pourquoi ils s'orientent tous individuellement? Je te dirais juste une chose, Adel. Parce que tous simplement, moi je finis tout de suite. On verra dans un an. Termine. On verra dans un an. Ah ben moi, parce que dans l'immédiat, si tu c'est fais- évident, je suis d'accord avec toi. Marc, si tu mais on fais verra attention- dans un an. Si tu fais attention, je dis à ce stade. Voilà. À ce stade-là, À ce stade, voilà, ouais. à ce stade-là, oui, l'Iran non seulement n'est pas isolé, mais au contraire, il est en train d'imposer son ordre, non seulement aux Arabes, mais aussi aux Israéliens. Aïda Tawakoli, pour parler de la crise économique en Iran, est-ce qu'elle n'a pas justement fait partie des arguments qui ont convaincu Mojtaba Khamenei et une partie du pouvoir de négocier avec les Américains? Est-ce que finalement, eux aussi, ce n'était pas la question économique qui dominait? Bah, écoutez, Parce que pour Trump, c'était le cas, c'était la bourse. écoutez, C'était le prix du pétrole. ça fait partie évidemment des éléments qu'une partie du pouvoir iranien prend en compte, mais il ne faut quand même pas oublier que, comme on l'a très bien dit, la répression du régime est telle qu'aujourd'hui, avec les soulèvements, on se souvient de la fin de l'année 2025, elles étaient précisément liées à cette crise économique. C'est-à-dire pour la première fois depuis 1979, on a vu tous les bazaris du pays fermer leurs portes. C'est une bascule majeure, c'est l'artère économique du pays, parce que la monnaie iranienne s'est effondrée. Quelle était la réponse du régime? La réponse du régime n'était pas d'essayer de trouver des solutions pour la population iranienne et d'essayer de résoudre cette crise économique. La réponse du régime a été d'ouvrir le feu avec des armes de guerre sur des civils non armés. Donc, le fait d'imaginer que le régime est un régime pragmatique qui a à cœur la vie des citoyens et des citoyennes iraniens et iraniennes, aujourd'hui on a bien vu qu'ils nous ont montré maintes fois que ce n'était pas le cas. En revanche, ce qui a été expliqué sur la région est tout à fait juste, c'est-à-dire que ce qui est d'ailleurs l'un des reproches fondamentaux de la société civile iranienne à ce régime islamique, c'est de privilégier son idéologie et son hégémonie et son impérialisme islamique dans la région en instrumentalisant précisément la cause palestinienne, qui a été complètement abandonnée par la communauté internationale et laisse donc ce grand vide pour le régime islamique, pour se présenter comme le grand défenseur des peuples oppressés. Néanmoins, évidemment, c'est en niant le droit à l'autodétermination de la population palestinienne, puisque le régime souhaite que le Hamas gouverne en Palestine, c'est en niant aussi la souveraineté libanaise, puisqu'ils alimentent le Hezbollah. Donc aujourd'hui, pour revenir à une stratégie qui est pertinente, qui peut ouvrir un autre futur que cette hégémonie iranienne dans la région, c'est la protection de la souveraineté des peuples et de leur droit à l'autodétermination qui doit être notre priorité. Est-ce que justement les proxys, puisque cet axe du mal, c'était une vraie stratégie justement d'Ali Khamenei, est-ce que ces proxys aujourd'hui sont toujours l'une des stratégies très importantes du successeur de Mojtaba Khamenei? Ils le sont, mais quand même un peu moins. Parce que d'abord, ils sont quand même tous affaiblis, à des degrés divers. Le Hamas, a réussi à résister. Là, il vient d'annoncer qu'il arrêtait ses structures de pouvoir dans ce qui reste de la bande de Gaza et pour passer le relais au directoire technocratique du plan Trump. Le Hezbollah est toujours effectivement menaçant, actif au sud et Liban. les Iraniens ont imposé. Les Iraniens l'ont imposé, mais il est quand même très affaibli. Les Houthis, vous remarquerez qu'ils restent extrêmement discrets. Donc, toute cette idée des proxys, c'était d'une certaine façon la dissuasion de l'Iran. Et c'était aussi grâce à ça que l'Iran disait, voilà, je suis inattaquable. Ensuite, le programme nucléaire était le complément de ça. Aujourd'hui, l'Iran a une situation très difficile, parce que rationnellement, ils sont quand même assez nus. C'est-à-dire, les proxys ne sont plus capables d'être ce qu'ils étaient il y a encore 2-3 ans, pour le moment au moins. Parce que c'est le cas du Hezbollah au Liban. Voilà. Et le programme nucléaire, pour le moment, effectivement, même s'ils n'ont pas fini de négocier avec les Américains sur le programme nucléaire, pour le moment, techniquement, le programme nucléaire est à l'arrêt. Donc, pour toutes ces raisons, aussi, le régime islamique
est beaucoup moins fort dans l'instant qu'il n'apparaît. Alors effectivement, si tous les voisins volent au secours de la victoire, on vient aujourd'hui, etc., ça ne veut pas dire que ça va durer. C'est-à-dire, si on regarde sur un peu plus long terme, les fondamentaux sont quand même profondément ébranlés. Marc, Adel Bakawan, ce que tu dis par rapport au proxy, tu as à 100% raison, mais avant cette guerre, cette guerre a tout changé. Marc, dans mon livre, La décomposition du Moyen-Orient, je suis le premier qui parle de l'ultra-fragilisation de l'axe de la résistance et je parlais même de la démilicisation du Moyen-Orient. Démilicisation, c'est mon concept. Mais avant la guerre. Donc. Avant la guerre, après le 7 octobre, les Houthis, le régime Assad est tombé, le Hezbollah ultra-fragilisé, les milices irakiennes assiégées, etc. Mais cette guerre, cette erreur de Donald Trump a donné une opportunité en or extraordinairement historique à l'axe de la résistance de renaître de leurs cendres. C'est-à-dire quoi? En étant fragilisés militairement. Non, mais même pas. Avant cette guerre, ils étaient ultra fragilisés militairement. Mais là, les Houthis, le Hezbollah, les milices irakiennes, les milices pakistanaises, les milices afghanes qui dépendent de l'axe de la résistance, là, ils ont repris leur force militairement parlant et financièrement parlant. Autrement dit, désormais, l'axe de la résistance avant cette guerre, la République islamique d'Iran était tout à fait prête, tellement fragilisé, abandonner l'axe de la résistance le 27 février. Mais à cause de cette guerre qui a été malmenée par Donald Trump, désormais, la renaissance de l'axe de la résistance fait partie de la nouvelle stratégie iranienne. Mais avec quels moyens? Parce que l'Iran n'a plus de moyens économiques. S'ils reçoivent les 300 milliards, avant de récupérer leurs avoirs gelés, vous avez, selon le dernier rapport de la CIA, nous dit clairement, entre le mois de juin 2025 et le mois de mai 2026, les gardiens de la révolution islamique ont transmis au Hezbollah, uniquement au Hezbollah, $1 milliard. $1 milliard à une organisation de la part des Pasdaran au Hezbollah. L'argent des Iraniens, des pauvres Iraniens qui n'ont rien à manger, transmis au Hezbollah. Avec $1 milliard. Vous savez, Oussama Ben Laden a dépensé combien milliers de dollars pour le 11 septembre? $80 000. Avec $1 milliard, bien évidemment, le Hezbollah est parfaitement en mesure de transformer l'Israël en un enfer et s'imposer à l'État libanais, au gouvernement libanais et les milices irakiennes. Vous savez, les milices irakiennes, donc ils ont vraiment l'effet pervers de cette guerre. $3 milliards par an, les milices irakiennes, déboursées par le gouvernement irakien. Plus qu'auparavant, plus qu'avant la guerre. Et c'est pas plus qu'avant le 7 octobre. Avant le 7 octobre, le Hezbollah recevait beaucoup plus d'argent de l'Iran. Les armes arrivaient directement. Il y avait l'axe, y compris terrestre, pour les armements Iran, Irak, Syrie. Depuis cette victoire iranienne sur les États-Unis, même les Israéliens eux-mêmes, et ils vous disent, à ce stade-là, nous avons l'impression que les Iraniens ont gagné la guerre. Et donc, désormais, oui, ils ont les moyens pour s'imposer, même au Liban. Alors, je te pose une petite question. Pourquoi le gouvernement libanais n'arrive pas à virer l'ambassadeur iranien à Beyrouth? Non, mais parce que au Liban, le Hezbollah est en position de force et surtout, ils ont très peur de la guerre civile. Mais si tu veux, je donne juste un point là-dessus. Tout ce que tu dis, c'est juste momentanément. Le problème, c'est que cette opportunité qui est réelle, est-ce que ces groupes sont réellement à même de la saisir? On le verra sur ces prochains mois. Pour le moment, moi j'ai de sérieux doutes, parce que malgré tout, si on reprend toutes les choses, on voit que malgré tout, cette guerre a laissé des traces, y compris dans le Hezbollah. Le Hezbollah est quand même passé plusieurs fois... Une chance, non mais ça on est d'accord sur l'erreur stratégique monstrueuse de Donald Trump. Mais pour le moment, voilà, ils sont tous quand même passés au laminoir. Aïda, alors moi je propose justement qu'on n'attende pas... Voilà, une synthèse. Je propose une synthèse et je propose qu'on n'attende pas de voir justement ce qui se passe dans ces prochains mois, parce que tout ce qui a été dit est très vrai. C'est-à-dire l'affaiblissement des milices est tout à fait juste, le renforcement politique et la légitimité du régime islamique comme l'axe de la résistance, le chef de l'axe de la résistance aussi. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette guerre a redonné une légitimité auprès notamment des sociétés civiles au Moyen-Orient au régime islamique. Et de l'autre côté, ce protocole d'accord pourrait lui donner les moyens de faire renaître
être cet axe de la résistance. Donc aujourd'hui, attendre de voir si cette opportunité va vraiment être saisie, si d'autres groupes armés, on a parlé du Hamas effectivement qui aujourd'hui a annoncé son démantèlement, mais ça ne veut pas dire que d'autres milices armées ne peuvent pas renaître, ça ne veut pas dire que cette idéologie va s'amenuire dans les mois qui arrivent. Est-ce qu'on veut vraiment prendre le risque d'attendre et de voir ce qui se passe ? Et la Syrie, un tout petit mot, justement, puisqu'Emmanuel Macron est en Syrie aujourd'hui. Là, oui. voilà, il est arrivé ce soir. À un moment donné, Donald Trump a parlé de la Syrie qui devrait lutter contre le Hezbollah au Liban. Il va se retrouver, juste un mot, je vous donne ensuite la parole, Adel Bakawan, là-dessus. Emmanuel Macron est en Syrie pour plusieurs raisons. D'abord, la reconstruction de la Syrie est estimée à 500 milliards de dollars. Vous savez, il y a Total Energy, il y a Lafarge, tout le monde accompagne Donald Trump. Et ensuite, c'est la question... Emmanuel Macron. Et ensuite, il y a la sécurité. La Syrie d'Ahmad Shara est désormais un partenaire dans la lutte contre Daesh. Et après, bien évidemment... Le président syrien qui salue le rôle très constructif de la France, ami du peuple syrien. Et après, bien évidemment, c'est l'intégration des alliés de la France, les Kurdes, au sein de la nouvelle Syrie, etc. Il y a beaucoup d'enjeux. Beaucoup d'enjeux. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a aussi l'habilité et le comportement extrêmement responsable d'Ahmed El-Shara dans toutes ces crises. Là, dans ces guerres récentes. Et il ne faut pas... Alors, et au-delà de la beaufrie de Trump qui dit qu'il faut utiliser les Syriens contre le Hezbollah, bon, c'est dit comme ça, c'est un peu gros. Mais sur le fond, oui. Je pense que les Syriens d'Ahmed El-Shara ont un très lourd contentieux avec le Hezbollah. Ça a été ceux qui ont fait le plus de massacres. Ils ont établi un canal de communication avec le Hezbollah. Sur le terrain... pendant la guerre civile en Syrie, que c'est des choses qui ne s'oublient pas, qu'il y a la vengeance qui est là, et donc ils ont donc aussi, un canal de communication. Ils ont établi un canal de communication via Nabih Berri et le président qu'ils vont faire des cadeaux au Hezbollah, et que là aussi, dans ce nouveau dispositif qui est en train de l'après-guerre avec l'Iran, la Syrie fait partie de ceux qui seront peut-être, et qui sont peut-être pour de bonnes raisons, les plus hostiles à l'Iran. Aïda Tavakoli. Et en même temps, ça veut dire qu'il faut parier sur une unification de la Syrie, sur une reconstruction. Enfin... Absolument, il faut refaire un État syrien. Voilà. Aïda ? C'est ça. Oui, et je pense que dans l'ensemble de ces stratégies, ce qui a été complètement écarté ces dernières années, c'est le rôle politique des sociétés civiles. On a parlé des sociétés civiles déshumanisées, victimes de ces conflits, premières perdantes, les grandes oubliées, les 88 jours de coupure Internet, etc. Mais on a oublié quand même leur rôle fondamental dans la résolution de ces conflits. Et aujourd'hui, si on veut une stratégie qui est durable et constante pour sortir justement de ce cycle perpétuel et d'échapper, on espère, à cette renaissance de l'axe de la résistance, c'est les premières concernées auxquelles il faut s'adresser, c'est les populations civiles de la région. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Adel Bakawan, Marc Semo, Aïda Tavakoli. Merci d'avoir participé donc à ce débat. Merci aussi à Siavash Ghazi, à Téhéran. On se retrouve demain.